Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, c'est rapidement un numéro spécial où on va essayer de faire un débrief. L'épisode passé, j'ai reçu un linguiste. On a essayé de parler de la question de langue et de l'importance de retourner à nos langues locales. Et comme Siméon est un écrivain, je voulais qu'on essaie de parler de ça rapidement. Donc voilà, tu as regardé le numéro avec les linguistes. Déjà, globalement, toi, tu as pensé quoi de la question qu'on a abordée? Merci Serge, merci de me recevoir une fois de plus. J'en ai pensé des choses très positives. J'ai été suffisamment édifié par le propos de notre linguiste, non seulement parce qu'il disait des choses intéressantes, mais parce que ce sont des choses que nous abordons souvent. Et donc, je me suis senti moins seul parce que j'ai retrouvé comme ça, sans m'y attendre, quelqu'un qui émettait sur la même fréquence intellectuelle et émotionnelle que moi, et donc que toi. Et ça m'a paru très enrichissant, et je crois que tous ceux qui ont suivi en ont retiré quelque chose de positif. Nous arrivons effectivement à une époque où ce genre de sujets doivent être mis sur les devants de la scène pour réveiller notre peuple et arracher ceux qui peuvent être des griffes de l'aliénation. Exactement, et moi surtout, ce qui est important, parce que bon, notre génération, on a vécu ça à l'école où on était puni parce qu'on parlait le lingala ou parce qu'on parlait de manière globale une autre langue qu'est le français. Et on a vu, on est allé chez des amis, quand on était gamin, chez des potes, chez des copains et tout ça. Et on voyait comment il était strictement interdit de parler le lingala. Il y avait une certaine honte à parler la langue, sa propre langue. Il y avait une certaine honte à parler de ça. Et donc, je pense que tu as raison. Nous sommes cette génération qui doit définitivement mettre vraiment fin à cette aliénation-là. Tout à fait, parce que ça me fait penser à une métaphore où notre langue, notre naturel, passait pour de la nudité. Ouais, et donc il fallait habiller son intellect, habiller son savoir-dire d'une langue étrangère. Donc soit le français et mieux encore l'anglais. Vous passez pour un génie, un chirurgie. Alors que nous sommes appelés à nous accepter dans notre crudité, dans notre naturel, et mot plus primaire si tu veux. Tout à fait. Parce que c'est à partir de là que nous pouvons nous exprimer pleinement et aller à la rencontre des autres. Parce qu'il n'y a pas de langues plus sophistiquées que d'autres. Il y a juste certaines langues qui se sont mis au pas de la modernité en créant des mots et des concepts qui vont avec les progrès enregistrés dans le monde moderne. Et c'est un effort qui peut se faire très facilement. Là, il suffit de décider que le lingala devient une langue officielle. Vous allez aspirer les mots d'ici et de là, et vous trouverez très vite des correspondances à faire entre tel mot et telle réalité. Et j'ai même appris qu'il y a un professeur de l'UNEKIN qui a publié un livre de chimie en randouba. En Gilles mais c'est génial. Et donc c'est des choses qui peuvent se faire voir. Il y avait le livre le plus vendu, la Bible, qui est traduit, ce livre, la Bible est traduite dans toutes ces langues-là. Donc si déjà la Bible, comme elle peut être traduite dans... Mais donc là, c'est une absurdité. Mais je ne pense pas qu'il y a un problème de pauvreté structurelle des mots pour que nos langues soient parlées plus largement. Mais regarde la mécanique de l'alignation, comment elle fonctionne, mais super bien, parce que tu viens de relever quelque chose de très important. Moi, je connais et j'ai lu des Bibles en Chiluba, en Lingala, en Kikongo. Mais je n'ai pas vu, par exemple, de constitution en Chiluba, en Lingala et en Kikongo. Tu vois un peu. Et donc, tu vois comment la mécanique de l'alignation passe effectivement par la langue. Et donc, la langue, c'est un vecteur de civilisation, c'est un vecteur de culture, et c'est surtout le socle d'affirmation de ce qu'on est en tant qu'être, de ce qu'on est nous-mêmes, quoi. C'est-à-dire que tu peux déshumaniser un peuple, lui faire sentir néant dans cette société, juste en s'attaquant à sa propre langue. Et c'est très important. Donc, oui, tout à fait. Et je pense qu'au niveau de loi, au niveau des constitutions, au niveau des ordonnances, des arrêtés, des décrets, il faut qu'il y ait de la volonté. Mais pour que cela puisse être systématique, il faut élever l'une des 4 langues nationales au rang de langue officielle. Et moi, je suis naturellement pour le lingala. Et donc, il faudra que tous les actes, toutes les lois, tous les décrets, tous les arrêtés soient rendus
déjà dans la langue française, ça c'est déjà un acquis. On ne saura pas faire table rase, mais aussi et surtout dans la langue qui sera devenue langue officielle aux côtés du français, donc le lingala. Et donc ça va permettre aussi l'apprentissage et ça sera beaucoup plus facile et beaucoup plus intéressant. Et il y a un point important que tu as relevé dans l'échange avec les linguistes, quand tu parlais effectivement de la loi qui est opposable à tous, mais qui n'est pas rendue dans les langues parlées par tous. Et ça installe un paradoxe comme ça, euh, euh, dont nous sommes loin de guérir. Mais il faut faire vite pour que nous puissions arriver finalement à guérir de ça. Et le côté positif aussi, avec le fait d'avoir une langue officielle commune comme le lingala, c'est que ça nous permet de constater que la langue n'est pas qu'un outil de communication, mais c'est aussi une communauté d'émotions, une communauté de sentiments, une communauté d'idées, d'affects et de tout ce qui va avec. Et donc, si nous arrivons à élever le lingala au rang de langue officielle, je crois qu'on aura de plus en plus de Congolais qui parleront la même langue, qui comprendront les réalités de la même manière, qui pourront se voir et se côtoyer différemment de ce qui se passe aujourd'hui. Parce que là, aujourd'hui, nous sommes tous Congolais, mais je suis étranger linguistique pour certains. Et d'autres sont des étrangers linguistiques pour moi, parce que je ne parle pas leur langue. Nous sommes dans un pays où, pendant les campagnes électorales, pour une élection aussi cruciale que celle de président de la République, il y a des coins du pays où ceux qui briguent ce poste-là sont obligés de parler à la population par le biais d'un interprète. C'est une aberration. Voilà, c'est des choses qu'il faut aborder, mettre sur la table, en parler comme nous en parlons, et aussi arriver à suffisamment conscientiser les décideurs politiques et que dans le même pour que ça puisse être une priorité. Pour que ça puisse prendre exactement. Alors rapidement, dans la même veine, il y a également, au-delà de la question linguistique, il y a également la question de prénom. La question de prénom, bon, tu sais que je répète souvent ça tout le temps, mais c'est également dans cette mécanique globale et générale d'aliénation qui était évidemment chère aux colons, parce que tu domines un peuple lorsque tu lui imposes une langue, lorsque tu lui imposes une façon, une manière de vivre, parce que tu as dit que ça transmettait à la fois des sentiments, des émotions, mais c'est la même mécanique avec les noms. Les noms transmettent des sentiments, les noms veulent dire des choses. Et donc, tu vois, on s'appelle des Serge, des Siméon, de Jonathan, de El Shaddai, de Shalom. Enfin, l'absurdité qu'un Congolais puisse porter un nom juif, ça, je ne comprends pas. Moi, je veux qu'on me sorte un juif qui s'appelle Mouyi Kabanga ou Matondo. Ça n'existe pas. Parce que cette histoire de nom, c'est pas que pour faire joli. Là, ce que moi j'ai dit avec les gens, mais il te dit, mais avec vraiment toute la décontraction qu'il faut, que c'est juste un nom, tu vois, un peu, et que ça n'apportera rien au développement. Mais on a oublié que la question du développement, c'est d'abord le lien que l'être qui veut développer son milieu a avec le milieu dans lequel il vit. Et le lien se tisse par deux noms. Le nom que tu portes, on peut le retracer jusqu'à tes arrière-grands-parents. Et donc, ce n'est pas anodin que dans l'envahissement colonial, quand il arrive l'envahisseur, il passe première chose, quand on va te baptiser, on te change de nom. L'acte du baptême, c'est l'acte de reniement de ce que tu as été avant pour t'offrir une nouvelle vie. On dit d'ailleurs né de nouveau. Pour t'offrir une nouvelle vie. Donc, tu vois, alors cet acte de reniement là, donc tu te renies et ça va plus loin. Lorsque tu t'es régné, on a régné ce que tu étais, tu nais de nouveau, on te donne un nouveau nom. Et le nouveau nom, je veux qu'on me sorte un seul né de nouveau après le baptême, à qui on a donné un nom congolais pour le cas d'espèce après son baptême. Non, on n'a pas. On lui a donné Jean-Luc, on lui a donné Abraham. Oh. C'est un sujet dense et le nombre de choses que tu évoques peut en témoigner. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites, mais je ne vais pas rentrer dans l'aspect théologique au sujet de la nouvelle naissance et tout. Ce que moi je peux dire, c'est que l'acte de nommer
n'est pas dissocié du rapport à la chose qu'on nomme. Et vraiment, les noms, tant qu'ils sont vécus comme quelque chose d'imposé, il faut s'en débarrasser. Exactement. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas d'accord avec un nom qu'on vous a donné, vous devez vous en débarrasser. Même si vous voulez vous appeler Monsieur ABC, aussi longtemps que vous pensez que vous avez le contrôle de l'acte de nommer, de vous nommer, c'est l'essentiel. Parce que dans le fait de donner un nom, de surcroît un nom d'ailleurs à quelqu'un, il y a une dynamique de chosification, de réification. Bien sûr. On nomme les choses et les choses n'ont aucune prise sur le nom qu'on leur donne. Ce sont des objets dépourvus de conscience, dépourvus de volonté, dépourvus d'autonomie et de décision. Et donc, tout cela est subi. Et donc, il y a dans le processus de développement, j'allais dire personnel, mais dans le processus de prise de conscience de soi, un moment où on est en droit de questionner notre rapport à tout ce catalogue de noms qui par ailleurs ne se justifie que, en tout cas de manière majoritaire, par le fait que nous avons subi ce contact déséquilibré avec l'Occident et avec la religion que l'Occident charriait quand il est venu nous rencontrer. Et donc, il est important que les uns et les autres se posent des questions et qu'un débat, y compris théologique, s'engage. C'est important. Je ne vois pas de manière systématique des chrétiens d'Orient ou des chrétiens d'Occident se dépouiller de leur nom pour en prendre d'autres. Et donc, il est important de revoir son rapport à tout cela et de dire que si j'ai demain le privilège d'avoir des enfants et que j'ai une fille qui me procure de la joie, je pourrais l'appeler Disanka ou Mathiessé. Exact. Au lieu de dire la joie ou de décliner cela dans une langue qui n'est pas forcément la mienne. Et donc ce sont des discussions, ce sont des sujets importants qui paraissent pour anodins, mais qui sont au cœur même de détermination essentielle de ce que nous sommes en tant qu'individus et plus largement en tant que société. La question d'être posée, ce n'est pas qu'un nom, ce n'est pas que le fait qu'on m'ait donné un nom, tout cela rentre dans une dynamique beaucoup plus grande dont tu as essayé là d'examiner le détail le plus insoupçonné. Sans être radical. Non, pour cette question, il faut être radical quand même. Donc, ma future épouse, si tu sais déjà, si tu nous suis, tu sais déjà que en matière de nom de nos futurs enfants, voilà, ça sera des noms de chez nous. Ça sera Makiese, ça sera Mounia. Ouais, ce nom Mounia, j'aime trop Mounia. Le soleil. Voilà, Odiba carrément. Voilà, Odibaka. Je ne sais pas pourquoi, mais Mounia me paraît plus féminin. Au fait, dans ma tête, c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi, à quoi ça pourrait renvoyer, mais dans ma tête, je me dis, si je veux nommer mon enfant Soleil, en tout cas, si c'est un garçon, je dirais Diba. Une fille, je dirais Mounia, Diba. Mais je ne sais pas te dire pourquoi cette séparation dans la tête. Donc voilà, ma future épouse, tu es prévenue. Tu es venue, donc il n'y aura pas de discussion possible, pas de concession sur cette affaire de nom. Bon, écoute, moi je te remercie, je pense que ces questions sont importantes. C'était rapidement. On reviendra. D'autant plus que je vois sur la table de l'œuvre de Fanon. Exactement. Ponor Masco. Je pense que c'est un livre de référence. À lire absolument. On ne peut pas se réclamer de la décolonisation, on ne peut pas se réclamer de l'émancipation des peuples anciennement colonisés sans lire ce livre. Ouais. Déjà, il y a une référence très grand. Il est pas très grand, ça peut se lire en une soirée. Donc, c'est un livre que je recommande à quiconque, évidemment, la main dessus. Voilà. Et d'ailleurs, je pense que c'est le genre d'ouvrage dont la publication devrait être subventionnée et ça devrait être distribué gratuitement dans les écoles, dans les universités et même dans les églises. Pourquoi pas? D'autant plus que c'est des lieux par excellence d'endoctrinement. Bon, merci beaucoup. C'était un débrief rapide et vite fait. On le voit quand de temps en temps et c'est aussi l'occasion pour moi de dire que je regarde avec beaucoup de satisfaction la trajectoire du concept idée. Ouais. Et donc je remercie tous ceux qui sont venir nous suivre, tous ceux qui répondent à l'invitation pour échanger, et aussi ceux qui sont derrière les appareils, les acteurs qui participent à ce grand effort. Et donc je t'encourage à aller de l'avant et à faire davantage.
parce que nous avons une arme redoutable et notre arme, c'est la parole. Et donc, nous Absolument. sommes appelés à propager la bonne parole et à rallier de plus en plus de personnes à cette grande cause qui est la cause de l'Afrique et du Congo. Le prosélytisme à faire, c'est le prosélytisme décolonial. Le prosélytisme laïque, très laïque. Merci beaucoup et puis Abonnez-vous, comment on cesse de le dire, ça nous donne de la force et continuez de nous suivre et sur toutes les plateformes numériques et merci encore. Bye bye. bye bye. Thank you. Yeah.